Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, il y a une auditrice qui nous pose une question. Alimentation intuitive, on en pense quoi ? Alors, alimentation intuitive, c'est une expression qui m'arrive d'employer. Donc, moi, Qu'est-ce que c'est, déjà, avant tout ? En tout cas, je vais vous partager ce que c'est pour moi. Voilà, Ok. parce qu'il y a différentes approches qui en parlent. Pour moi, c'est une alimentation qui va être guidée en quantité et en qualité par l'écoute de nos besoins. Comment est-ce qu'on écoute nos besoins ? On se met à l'écoute des signaux qui les traduisent, à savoir déjà la faim et le rassasiement. C'est les signaux des besoins de manger et du besoin d'arrêter de manger. Donc, ça permet de cadrer les quantités. Alors, pour rappel, le rassasiement, c'est la disparition de la sensation de faim, c'est la disparition de l'envie de manger, c'est la disparition du plaisir. L'état de satiété, c'est quand tous mes besoins sont satisfaits, satiété, satisfait. Voilà. Et là, j'ai pas besoin de manger à ce moment-là. C'est aussi, quand je me laisse guider par mon intuition, je vais être à l'écoute de mes envies. Et mes envies, elles vont être spécifiques à un aliment particulier pour répondre à un besoin particulier. Et on le rappelle, il y a 4 types de besoins auxquels manger peut répondre. Et les besoins nutritionnels, c'est-à-dire les besoins du corps, ce sont des besoins en nutriments particuliers qu'on va appeler les appétits spécifiques. Et le cerveau, il est capable de déclencher des envies pour des aliments qui vont comporter les nutriments dont on a besoin. Voilà, ça a été étudié scientifiquement. Il a été démontré que notre cerveau, il peut nous déclencher des envies pour les aliments qui comportent telle protéine, acide aminé, tel acide gras, tel minéral, oligo-éléments dont on a besoin parce qu'on en manque à ce moment-là. On peut avoir aussi des envies en lien avec un besoin émotionnel, ce que j'appelle les besoins du cœur. Et là, on a besoin de se réconforter, de se détendre, d'apaiser une émotion qui est inconfortable. Et notre petite boussole d'envie, à ce moment-là, elle va nous guider vers des aliments qui sont efficaces, c'est-à-dire des aliments gras et ou sucrés. Parce qu'on est d'accord, et on le rappelle, le brocoli vapeur, ça ne marche pas. Non, quand on est déprimé, ça déprime encore plus. Voilà, donc on n'essaye même pas. Bon. On a aussi des envies par rapport à des besoins psychiques, les besoins de la tête dont on parlait dans la chronique précédente. Notre tête, elle a besoin de bon à manger, de bon à penser. Donc on va manger des choses qui nous procurent des symboles positifs et qui nourrissent notre psychisme, donc qui nourrissent notre valeur. Voilà. Et on a des besoins sensoriels, c'est les besoins des sens. On a parlé aussi dans notre avant-dernière chronique, voilà comment nos sens C'est ce que j'allais dire. Hein. Voilà, nourris par le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe et le goût. Et on en a besoin, que ce soit à travers l'alimentation ou à travers d'autres choses. Et quand on est dans un environnement un peu frustre durant la journée, un environnement de bureau, on passe la journée le nez devant un écran d'ordinateur, où c'est pas joli autour de nous, ça sent pas bon, etc. À un moment donné, nos sens sont frustrés et on risque de surinvestir la nourriture parce qu'on a besoin de nourrir nos sens. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent dans tes chroniques, donc c'est bien, il faut écouter les chroniques d'Anne, comme ça, petit à petit, on réapprend à s'écouter. Et à travers l'écoute de soi, on réapprend à bien manger. Merci Anne de nous réapprendre un peu tout ça au jour le jour. Je vous le souhaite. Et est-ce qu'il y aurait par hasard d'autres approches de l'alimentation intuitive ? Alors oui, là, la tienne. Oui, bien sûr. Là, je vous ai expliqué un petit peu moi ce que je mets derrière ce terme-là quand j'utilise. Mais il y a d'autres approches et notamment l'instinctothérapie. Alors, l'instinctothérapie, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une approche qui a été développée par un monsieur suisse qui s'appelle Guy-Claude Burger, qui l'a développée à partir de 1964 après un cancer dont il était en rémission. Donc, globalement, c'est une pratique qui est fondée sur une forme de crudivorisme. Et Guy-Claude Burger, son principe, c'est qu'il y aurait une adaptation incomplète de notre organisme aux modifications de l'alimentation humaine depuis la préhistoire. Donc, il faut éviter d'altérer l'odeur, le goût, la texture des aliments à leur état naturel, de manière que notre instinct alimentaire puisse réguler spontanément l'équilibre nutritionnel et garantir le fonctionnement correct du métabolisme. Donc ça, c'est sa théorie. Du coup, les repas, pour lui, doivent être constitués d'aliments originels, entre guillemets, c'est-à-dire, pour lui, crus, non assaisonnés, non mélangés et qui vont être choisis et dosés selon les variations des perceptions, de l'odorat, du goût et puis de la sensation de satiété. Donc en gros,
Il y a plein d'aliments qui sont, quand on en fait l'expérience, il y a plein d'aliments disposés sur une table. On s'en approche, on les hume. Et ceux qui déclenchent la sensation d'envie la plus importante sont les bons. Voilà, sont censés être les bons pour nous. Donc voilà, c'est ce qu'il dit. La principale règle, c'est celle du plaisir. Le meilleur aliment à l'état naturel, il est censé apporter les éléments les mieux adaptés aux besoins de l'organisme. Ça rejoint un petit peu ce qu'on dit ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux envies. Lui, par contre, il va exclure le lait animal, certaines céréales qui vont être considérées comme trop récentes dans l'histoire de l'alimentation pour donner lieu à une alimentation génétique. Et puis du coup, il va dire aussi que l'absence de réaction chimique culinaire, c'est-à-dire l'absence de cuisson, va éviter la pénétration, l'accumulation de molécules dénaturées qui vont être susceptibles de favoriser diverses pathologies. Donc, crudivorisme, exclusion de certaines céréales, exclusion du lait et des produits laitiers. Alors, c'est une pratique qui a été très controversée, déjà parce qu'il y a des gens qui se sont rendus malades en suivant ces principes, et on a déjà fait une chronique sur le cru. Effectivement, ça ne convient pas à tout le monde. Il faut être très très vigilant, ça peut être terriblement irritant pour les intestins, ça peut provoquer d'autres problèmes à d'autres niveaux du corps, ça peut entraîner de la rétention d'eau, ça peut entraîner plein de choses plus ou moins néfastes. Mais c'est sûr qu'un changement radical comme ça, du jour au lendemain, peut être très, très nocif, j'imagine. Voilà, que ce soit radical ou tout simplement parce que c'est pas adapté à nos besoins. Même si on y va progressivement, si on se met progressivement au crudivorisme et que ça ne nous convient pas, de toute façon, ça peut être nocif, même si on essaie de le faire dans la douceur. Parce que ce monsieur Burger, il recommande la pratique crudivore dans le cadre d'un cancer ou de façon générale? Alors la controverse, elle vient aussi du fait qu'il soutenait que cette pratique alimentaire pouvait guérir le cancer, pouvait guérir d'autres pathologies comme le sida, etc. Donc c'est un monsieur qui a été attaqué en justice pour pratique illégale de la médecine. Et puis bon, c'était un personnage apparemment assez spécial qui a eu d'autres démêlés pas très jolis avec la justice. Voilà. Ok, donc bon. À écouter avec quelques pincettes. Voilà, et puis, la suppression de certaines céréales, la suppression du lait, il y a des personnes qui les tolèrent très bien, ça sert à rien de faire des restrictions, des évictions si ça se passe bien pour nous. Donc, à nouveau, on est dans une théorie avec... j'imagine que ça avait marché pour ce monsieur, hein, ça devait bien se passer pour lui avec ce type d'alimentation. Et tant mieux pour lui, ça ne veut pas dire que pour le voisin, ça va se passer de la même manière. Donc, on fait fi des cadres qui sont imposés, des règles, et on vérifie bien ce qui est bon pour nous. On en revient toujours au même point. Chaque chronique nous ramène à nous et nous ramène à notre intuition d'une certaine manière. Mais est-ce qu'il y a des limites justement à nos intuitions? Alors oui. Et voilà, même quand je parle d'écouter ces sensations alimentaires, la faim, le rassasiement, les envies, il y a des limites effectivement. Alors, la limite peut être un dysfonctionnement. Par exemple, avec l'âge, la régulation hormonale fonctionne moins bien et donc on peut percevoir moins bien la sensation de faim et la sensation de soif. Voilà. Effectivement. Voilà, on a entendu parler des seniors qui sentent plus quand ils ont soif et qui du coup se retrouvent très facilement en déshydratation. Voilà. Donc quand les hormones qui déclenchent la sensation de faim et de soif ne fonctionnent pas bien, on peut pas se contenter effectivement de s'écouter. À ce moment-là, quand il y a un dysfonctionnement, on a besoin de se poser un cadre, se dire, voilà, toutes les heures, je bois un verre d'eau, même si je sens pas la soif, mais de toute façon, je la sentirai pas. Donc oui, il faut pallier à ces dysfonctionnements. Exactement. Ça ne fonctionne pas très bien d'écouter son intuition aussi quand on est très fatigué, parce qu'à ce moment-là, ça induit aussi des perturbations hormonales et une dysrégulation des appétits. On a plus faim et on a des envies plus gourmandes quand on est fatigué. Donc si on est fatigué tout le temps, juste se contenter d'écouter son intuition, ça ne va pas forcément nous permettre d'être dans un équilibre alimentaire. Il faut déjà s'occuper de sa fatigue et bien dormir. Revenir à la cause. Exactement. Et puis, des fois, quand il y a une carence, on en parlait encore dans la chronique précédente, par exemple, une carence en magnésium et qu'on fait une fixette sur le chocolat, notre cerveau, lui, il va nous donner l'indice qu'il y a besoin de quelque chose, mais il va nous parler chocolat, il ne va pas nous dire « tu as besoin de magnésium ». Voilà. Donc, on peut être un petit peu... Si on n'a pas le décodeur, des fois, voilà, moi, ça m'est encore arrivé récemment de manger beaucoup de chocolat avant de voir ma paupière papillonner, de me dire « ah tiens, mais en fait, c'est peut-être une carence en magnésium, signal alimentaire plus signal paupière, égale... voilà, peut-être Et il faut peut-être aller recourir à quelque chose d'un peu plus fort que le chocolat, dans ce cas-là. Exactement, plus efficace, parce que le chocolat, en termes de recouvrer la carence en magnésium, il est quand même assez limité. Oh, ah bon ?
Hélas. C'est un mythe qui s'effondre. Alors, autre limite à suivre son instinct alimentaire, c'est quand il y a une perturbation psycho-émotionnelle, quand on est déprimé ou quand on est très stressé, par exemple. Donc, quand la problématique émotionnelle, elle n'est pas traitée à la source, les besoins du cœur, ils peuvent prendre le dessus avec des réponses alimentaires qui ne sont pas spécifiques aux problèmes qu'on a, mais qui vont agir sur les symptômes. Et donc là, ça nécessite un apprentissage, de réapprendre, parce que ce sont souvent l'éducation, avec finis ton assiette, c'est pas bien d'avoir envie de tel aliment. Voilà, les messages nutritionnels contradictoires qui vont conditionner notre comportement. Les personnes qui, elles, sont naturellement à l'écoute, c'est les mangeurs libres, c'est-à-dire affranchis des dogmes et des tabous. Eh oui. Donc, il faut qu'on réapprenne tous ensemble à manger et à être à l'écoute surtout de nos corps. Et ça, c'est avec Anne qu'on l'apprend au quotidien sur Radio Alto. Merci Anne. Avec bonheur. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.